Imaginez un semi-remorque de 40 tonnes gravissant une pente abrupte de 6%. En contrebas, des kilomètres de routes asphaltées sinueuses s'étendent, ponctuées de virages serrés et de dénivelés vertigineux qui punissent la moindre erreur. Tandis que le conducteur amorce la descente, le bruit rapide et rythmé de la route résonne contre les parois de la vallée, un son si caractéristique qu'il est devenu le pouls des autoroutes américaines. C'est le bruit des freins moteurs Jacobs, plus communément appelés freins Jek. Pour le profane, ce n'est qu'un bruit fort, une sorte de musique. Mais pour le conducteur, c'est ce qui fait la différence entre une descente maîtrisée et une panne mécanique catastrophique. Avant l'invention de cette technologie, traverser une chaîne de montagnes avec un poids lourd relevait du pari risqué contre les lois de la physique, la sécurité reposant uniquement sur l'espoir que le matériau de friction du cylindre ne s'enflamme pas. Pour comprendre la nécessité des freins Jek, il faut d'abord comprendre les faiblesses inhérentes au système de freinage conventionnel. Dans les poids lourds classiques, la puissance de freinage est générée par la pression des plaquettes de frein contre un tambour rotatif. Ce processus convertit l'énergie cinétique, le mouvement du camion, en énergie thermique. Sur terrain plat, ce système est très efficace. Mais lorsqu'un camion de 36 tonnes descend une montagne, la gravité crée un flux constant d'énergie cinétique que les freins doivent absorber en permanence. En quelques minutes d'utilisation continue, la température interne des cylindres de frein peut dépasser les 500 degrés Celsius. À ce stade, un phénomène appelé atténuation du freinage se produit. La résine des plaquettes s'évapore, formant une fine couche lubrifiée entre la plaquette et le cylindre. La pédale de frein devient molle, une odeur d'amiante brûlée envahit la cabine et le conducteur a l'impression d'être passager d'un projectile d'acier lancé à toute vitesse. Cette réalité terrifiante a été le moteur de Clasey Cummins, l'inventeur du moteur diesel américain. En 1931, Cummins a failli perdre la vie lors d'un essai de camion diesel sur la piste de Cajon, en Californie. Malgré son expertise, les freins du camion ont surchauffé et ont complètement lâché. Il n'a survécu à la descente que grâce à un concours de circonstances favorables et à une détermination sans faille. Désespéré de trouver une solution, Jek était obsédé par une question. Pourquoi utiliser un moteur aussi puissant simplement pour faire avancer le camion? Il a compris que le moteur diesel était en réalité un gigantesque compresseur d'air, et que s'il parvenait à faire fonctionner ce compresseur à l'encontre de l'inertie du véhicule, il pourrait générer une force de freinage inusable, insensible à la surchauffe et indépendante des roues. Le génie de l'ingénierie des freins de Jek résidait dans sa capacité à redéfinir temporairement le fonctionnement des cylindres du moteur. Dans un moteur diesel 4 temps classique, le piston remonte lors de la phase de compression, comprimant l'air d'admission pour générer la chaleur nécessaire à la combustion. Normalement, après la compression de cet air, le carburant est injecté, provoquant une explosion. La détente des gaz pousse le piston vers le bas, alimentant ainsi le vilebrequin. En l'absence d'injection de carburant, l'air comprimé agit comme un ressort, repoussant le piston vers le bas avec une force quasi égale à sa force de compression, ce qui annule la puissance générée. Cummins comprit qu'en libérant cet air comprimé au point mort de la course de compression, il pouvait éliminer ce phénomène de recul grâce à un pont hydraulique installé au-dessus des collecteurs d'échappement. Le système de freinage JEC ajuste l'ouverture du collecteur pour qu'elle coïncide avec le point mort de la course de compression. Dès que le piston atteint son point le plus haut, les soupapes d'échappement s'ouvrent partiellement, expulsant violemment l'air comprimé dans le collecteur d'échappement. L'énergie utilisée par le moteur pour comprimer cet air est immédiatement dissipée dans l'atmosphère. Lorsque le piston redescend, il est aspiré contre le vide, créant une résistance considérable sur le vilebrequin. Cette résistance est ensuite transmise par la transmission aux roues motrices, ralentissant ainsi le véhicule grâce à la seule force de l'air comprimé et aux lois de la physique. Cette transformation a fait du moteur un dispositif absorbant l'énergie. Ce système a radicalement transformé l'économie et la sécurité du transport routier, permettant aux conducteurs de maintenir une vitesse constante dans les pentes raides sans avoir recours aux freins de service, préservant ainsi leur température corporelle et leur capacité à intervenir en cas d'urgence. Cependant, cette avancée mécanique n'a pas été réalisée du jour au lendemain. Un partenariat avec Jacobs Manufacturing, entreprise réputée pour ses forêts, a été nécessaire pour commercialiser le prototype à grande échelle au début des années 1960. L'industrie, initialement sceptique et le considérant comme une complication inutile, a vu ses premiers essais sur une flotte de véhicules démontrer qu'ils sauvaient des vies et réduisaient considérablement les coûts de maintenance en quintuplant la durée de vie des plaquettes de frein.
Avec l'introduction du frein à pression, le transport routier est entré dans une nouvelle ère. Toutefois, ce système n'est pas le seul conçu pour contrôler l'énergie cinétique d'un véhicule lors des longues descentes. Pour bien comprendre son rôle, il convient de le comparer à son principal concurrent, le frein sur échappement. Alors que le frein à pression actionne les soupapes internes du moteur pour transformer les cylindres en compresseurs d'air, le frein sur échappement représente une solution mécanique beaucoup plus simple. Ils utilisent un papillon des gaz monté dans le tuyau d'échappement, juste après le turbocompresseur. Lorsqu'il est activé, ce papillon se ferme, générant une contre-pression considérable dans le collecteur d'échappement. Cette pression force les pistons à expulser les gaz d'échappement, ralentissant ainsi la rotation du moteur. Bien que les freins sur échappement soient moins chers à fabriquer et plus faciles à installer, ils n'offrent pas la puissance de freinage considérable des freins à détente. L'efficacité des freins sur échappement dépend de la rigidité des ressorts de soupapes d'échappement. Si la contre-pression devient excessive, les soupapes peuvent flotter, ce qui risque d'endommager le moteur. En revanche, les freins JEC peuvent générer une puissance de freinage proche de la puissance nominale du moteur. Par exemple, pour un moteur de 500 chevaux, les freins JEC peuvent fournir environ 450 chevaux. C'est pourquoi les freins JEC sont le choix idéal pour les poids lourds. Le moteur de la série 8, bien que les freins sur échappement soient couramment utilisés sur les camions, les véhicules utilitaires légers, moyens et même très légers ont dû relever un défi social inédit face au progrès technologique, le bruit. Ce son caractéristique, semblable à un jet d'air, est en réalité le résultat de l'air comprimé s'écoulant des cylindres vers le système d'échappement à des vitesses supersoniques. Dans un système d'échappement direct sans silencieux, ce bruit est extrêmement fort, ce qui a entraîné la multiplication des panneaux « freins moteurs interdits » dans les banlieues et zones résidentielles montagneuses tranquilles. Cette pollution sonore a créé un obstacle réglementaire qui a contraint les constructeurs à innover davantage. Les camions modernes utilisent désormais des systèmes de contrôle électronique intégrés et des systèmes d'échappement perfectionnés qui permettent aux freins moteurs de fonctionner à un niveau sonore considérablement réduit tout en conservant leur puissance de freinage. L'impact de cette technologie sur la chaîne d'approvisionnement mondiale est considérable. Avant l'invention du frein moteur JEC, les freins à friction limitaient les itinéraires possibles pour les poids lourds, et certains cols de montagne étaient considérés comme trop dangereux pour les semi-remorques chargées, les obligeant à faire de longs détours qui allongeaient les trajets de plusieurs jours. Les délais de livraison et les économies de carburant, qui se chiffraient en milliers de dollars, ont été significativement réduits grâce au frein moteur JEC, qui a contribué à aplanir les chaînes de montagnes du monde entier. Ils ont permis le développement d'un système de livraison moderne et à flux tendu, garantissant le transport fiable de machines lourdes, de carburant et de denrées alimentaires à travers les Rocheuses, les Andes et les Hat Mountains, avec la même fiabilité qu'à travers les Grandes Plaines. Sur le plan économique, le système a amorti ses coûts dès la première année d'exploitation. Grâce à la réduction de la charge thermique sur les freins de service, les gestionnaires de flotte ont constaté une diminution significative de l'usure des disques de frein et des fissures des garnitures. De plus, le système de freinage JEC offre une sécurité supplémentaire qui reste efficace même en cas de défaillance des systèmes pneumatiques ou hydrauliques du camion. En tant qu'extension mécanique et hydraulique du moteur, il permet au conducteur de contrôler la vitesse tant que le moteur tourne et que l'huile circule. Ce système a transformé le rôle du chauffeur routier. D'une personne constamment confrontée à un risque thermique potentiel, il est devenu un conducteur professionnel capable de traverser en toute confiance les terrains les plus difficiles. Aujourd'hui, à l'aube de l'ère des camions électriques et autonomes, le système de freinage JEC demeure un élément crucial. L'héritage des freins Jacobs est toujours présent. Bien que les camions électriques utilisent le freinage régénératif pour obtenir un effet similaire en convertissant les moteurs de traction en générateurs, le principe fondamental reste le même. Utiliser le système de propulsion du véhicule pour contrer la gravité. Les freins Jacobs ont été les premiers à démontrer que le moyen le plus efficace d'arrêter une charge lourde n'est pas de résister au mouvement par friction, mais de contrôler le flux d'air à travers le cœur de la machine. Cette technologie demeure l'une des plus grandes réussites de l'histoire du génie des transports, une solution simple et élégante à un problème qui a coûté des vies à tous les cols du monde. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie des technologies qui font avancer le monde, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'autres documentaires sur les véhicules et les engins de chantier les plus performants seront bientôt disponibles. Merci de votre attention.